Alors Philippe Vaillant, on est ici sur un lieu emblématique des Ardennes. Tu peux nous en parler, donc il t'est cher ce lieu, je crois. Nous sommes au pied des fameux rochers des Quatre Fils Aymon. Et naturellement, c'est certainement un des principaux symboles de l'identité ardennaise et une valeur sûre pour le tourisme. Mais ce qu'il est important à dire dès le départ, c'est que les Ardennais connaissent en général ce qu'on appelle l'épisode ardennais, mais ça n'est qu'un quart de ce qui aujourd'hui est considéré comme une légende et qui au départ était une épopée. On dit même, d'une manière un peu savante, une chanson de geste avec une tradition manuscrite considérable, car il y a un texte, et une épopée qui a véritablement une dimension européenne. Au niveau de ce site des Quatre Fils Aymon, donc là on est sur la platelle des Quatre Fils Aymon à Bogny-sur-Meuse. Comment c'est né en fait est-ce que tu as des informations là-dessus et comment est né ce projet justement d'aménagement avec la statue, avec les visites, etc. Voilà. Je crois qu'on peut dire que la présence et l'installation de cette statue qui est derrière nous, due à Albert Ponsin, a été le point de départ. Parce que, et là je me permets de souligner le rôle qu'a joué mon père, bien sûr, ouais. Jean-Paul Vaillant, le fondateur de la revue La Grive. Et je crois qu'on a le droit de dire que avant qu'on ne parle des Quatre Fils Aymon par le biais de cette sculpture, on n'en parlait pas beaucoup. Bien sûr. On savait qu'il y avait vaguement une légende en rapport avec un site, mais ça n'allait pas plus loin. Il fallait simplement des peintres ou des graveurs pour représenter les quatre rochers des Quatre Fils Aymon. Alors, il est exact que c'est à partir du moment où la sculpture a été installée qu'on a commencé vraiment à s'installer, à pouvoir comprendre le parti qu'on pouvait tirer sur la double dimension évoquée tout à l'heure. On peut s'arrêter une seconde sur un peu les tribulations d'installation de ce monument. C'est une sculpture due à Albert Ponsin, un Lyonnais, autant que je me rappelle, dans les années 30, et qui a eu l'idée de faire cette sculpture, un peu bizarre d'ailleurs, puisqu'il met les quatre fils, non pas en reprenant l'image populaire qu'on trouve à travers toute l'Europe, des Quatre Fils Aymon, tous les quatre, sur le cheval Bayard. Là, il les a mis à côté, et pour une raison que je ne comprends pas très bien, il a fait de Renaud presque un vieil homme. Alors que les trois autres ont l'air un peu plus jeunes. Or, Renaud, de par la vraisemblance qu'on peut tirer aussi bien de la légende que de l'épopée, s'il a 18 ans, c'est un maximum. Bien sûr. Bon, alors maintenant, c'est le choix d'un artiste. La sculpture a beaucoup plu, tellement plu d'ailleurs que la ville de Lyon et ensuite la ville de Paris voulaient l'obtenir. Mon père est intervenu très vite en disant, écoutez, il serait normal que cette statue soit au pied même du lieu qui évoque les Quatre Fils Aymon. Et il faut dire que c'est grâce à sa patience, il a fallu 20 ans. 20 ans entre le moment où l'idée est apparue et le moment où il y a eu l'inauguration en 1950 avec en particulier Charles Bréban, qui était le directeur des archives, et qui est un Ardennais, et qui était le directeur des archives nationales. Il a fallu donc attendre 20 ans au moins pour que ce monument soit érigé là où il est, devenu en quelque sorte emblématique de l'Ardenne. Il n'y a pas aujourd'hui il y a Wannick, mais on peut dire qu'avant il y avait ce monument et il est toujours présent. Alors Philippe, là on se trouve sur la platelle des Quatre Fils Aymon. Alors ce lieu est lié à une légende, donc c'est la fameuse légende des Quatre Fils Aymon. Est-ce que tu serais capable de nous la résumer? Parce que je sais que c'est une très grande légende et c'est pas un exercice facile de pouvoir résumer cette épopée en quelques minutes. Alors rapidement, on peut dire que c'est d'abord l'histoire de la grande chevauchée des Quatre Fils Aymon, Renaud Allard, Guichard et Richard, tous les quatre montés sur le cheval Bayard, et qui ainsi essayent d'échapper à la colère du puissant roi couronné Charlemagne. Pourquoi cette chevauchée? Pourquoi cette révolte des Quatre Fils Aymon contre Charlemagne? Parce que l'empereur à Paris, même s'il n'a jamais habité à Paris dans la réalité, a refusé le duel lorsque Renaud venge l'honneur de son père en tuant Berthollet, le neveu
de Charlemagne. Voilà, donc Charlemagne les a forjurés, comme on dit au Moyen-Âge, les a rejetés, et ils sont obligés, pour trouver le salut, de s'enfoncer dans la forêt d'Ardennes. C'est là où ils vont construire, dans ce premier épisode, le fameux château de Montessor, et on a voulu y voir un rapport avec le château qui a existé à Château-Regnault, et Château-Regnault, bien évidemment, c'est bien le château de Renaud. Mais Charlemagne apprend très vite, c'est la résidence cachée des Cathus-Sémon à Montessor, ordonne le siège et par la trahison s'empare de Montessor. C'est ainsi que les Cathus-Sémon sont obligés de fuir l'Ardenne et se dirigent vers la Gascogne avec à leur tête un personnage nouveau qui va les conduire et qui n'est autre que l'enchanteur Maugis, et qui est le cousin des 4 fils Sémon. Et c'est ainsi que tous les 4, plus Maugis, ils se dirigent vers la Gascogne, vers Bordeaux, où le roi est assiégé par ceux qu'on appelait à l'époque les Sarrasins. Et dans cette légende, il suffit que les Cathus-Sémon apparaissent pour que tout aussitôt la victoire soit donnée à ce bon royaume de Bordeaux. Et c'est ainsi que dans ce deuxième épisode, qu'on appelle l'épisode gascon, les Cathus-Sémon sont amenés à nouveau à construire à la confluence de la Dordogne et de la Garonne. J'ai oublié de parler de la confluence pour l'épisode ardennais de la Meuse et de la Semois. C'est ainsi que les Cathus-Sémon vont construire le château de Montauban. Et la légende raconte qu'en sortant de Bordeaux, ils sont toujours dans la forêt d'Ardennes. Car la légende n'oublie pas de préciser que la forêt d'Ardennes, en ces temps-là, allait des mers du Nord jusqu'à Constantinople. Constantinople, carrément. Charlemagne, qui revient de pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, apprend à nouveau la nouvelle citadelle de résistance des Cathus-Sémon, ordonne le siège et par la trahison s'empare de Montauban. Commence le 3e épisode qui là nous ramène vers le Rhin et vers un endroit où Maugis avait un château qui s'appelle Trémoigne dans la légende, mais qui correspond à Dortmund en Allemagne. Et là, à nouveau, dans un château déjà construit, ils établissent leur résistance contre Charlemagne qui ne veut toujours pas faire la paix, alors que eux, tous les 4, sont toujours prêts à demander pardon. Alors là, les 12 pairs de France en ont assez, avec à leur tête Turpin, le bon archevêque de Reims, qui lui a existé. Et les 12 pairs de France disent à Charlemagne, si vous ne faites pas la paix avec Renaud, qui n'arrête pas de vous demander pardon, eh bien on vous quitte, nous qui sommes les généraux de votre armée. Charlemagne persiste, puisque chaque fois qu'on évoque le nom des Cathus-Sémon, il devient furieux et s'emporte avec un langage indigne d'un grand empereur. Et il finit par obéir aux 12 pairs, et il finit par accepter la paix. Les 2 conditions de la paix sont la première que Bayard lui soit livré et la deuxième que Renaud aille en pèlerinage à Jérusalem. On lui livre Bayard sur le pont de la Meuse à Liège, et là il fait précipiter le pauvre cheval pour se venger dans les eaux noires de la Meuse en lui mettant autour du cou une pierre énorme. Mais Bayard est un cheval fait, il a tout fait de se débarrasser de la pierre et dans un ultime hennissement, à la barbe de l'empereur, il s'enfuit dans la forêt d'Ardennes. Renaud va en pèlerinage, revient et apprend à Montauban la mort du seul personnage féminin pratiquement dans cette légende qui s'appelle Aélis, plus rose que sa femme, qui a été son épouse, plus blanche que neige sur glace et plus rose que fleur de rosier. Le texte. Et après un deuil de 11 jours, il remonte à Paris. Et là, Charlemagne va accepter de faire ses 2 fils qui sont nés, Émonet et Ionnet, chevaliers. D'accord. Et la paix, cette fois-ci, est prononcée. Mais l'histoire n'est pas terminée. Et on arrive à la fin de la légende. Renaud quitte le château de Trémoigne, de Dortmund, et se dirige vers le Rhin, jusqu'au chantier de la cathédrale de Cologne. Et là, en se faisant passer pour l'ouvrier de Saint-Pierre, car il est devenu duc d'Ardenne à la mort de son père, mais il veut être complètement anonyme, il se fait ouvrier pour la construction de la cathédrale de Cologne. Et c'est là qu'il est tué par 2 ouvriers qui veulent se venger de lui parce que, à lui seul, il travaille comme 4 et ne demande que le travail d'un seul.
Et le corps de Renaud est jeté dans les eaux du Rhin à Cologne, et c'est là qu'a lieu le fameux miracle. Et on a une succession de miracles. Voilà, une succession de miracles qui fait que d'ailleurs, en Allemagne, Renaud est considéré comme un saint. Voilà, et c'est ainsi que se termine la légende, avec peut-être cette petite couleur ardennaise locale pour terminer, car il paraît qu'à la Saint-Jean d'été, nous Ardennais, nous ne devons pas oublier d'aller dans la forêt d'Ardennes pour écouter hennir le bon cheval, le cheval dont le col s'allonge pour les 4 fils aimants. Alors Philippe, là on est au pied de la statue des 4 fils aimants d'Albert Poncin dont on parlait tout à l'heure. Alors j'avais une question à te poser, c'était par rapport à cette légende, qu'est-ce qu'elle t'évoque toi? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme symbolique ou comme philosophie derrière? Vaste programme. Très vaste question. Ben, je vais la prendre à l'envers la question. Ouais. Cette légende, qui en réalité donc est une épopée, a eu un succès considérable pendant 3 siècles dans toute l'Europe médiévale. Voilà, ça c'est un premier fait qu'on ignore en général. Et naturellement, on cherche à comprendre pourquoi. Parce que les 4 fils aimants étaient à la limite beaucoup plus contés, psalmodiés, chantés, jonglés que l'histoire de Roland à Roncevaux. Alors je pense, pour faire rapide, si vous voulez, que cela est certainement dû à la présence du nombre 4. Des 4 fils aimants, tous les 4, sur le cheval Bayard. On a un bel exemple de multiplicité et d'unité par le cheval. Et il y aurait toute la symbolique du cheval également à développer. Mais restons sur le 4, ce qu'on appelle le quaternaire. Et pour ne pas être ni trop savant, ni trop long, j'ai envie de dire que la popularité des 4 fils aimants est un peu analogue à celle des 4 mousquetaires. Et d'ailleurs, Dumas fait référence. C'est assez troublant d'ailleurs. Fait référence à Renaud et à ses frères. Et qu'il y a dans le quaternaire une idée de plénitude, une idée de quelque chose de complètement réalisé. Et je vais vous faire sourire, mais j'ai envie de dire que c'est toujours vivant aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les 4 frères Dalton. Qu'est-ce qu'elle nous apprend en fait cette histoire? Elle véhicule quoi C'est une excellente question. Je pense que, de même qu'au départ, on ne parlait que de légende. Avec le travail, avec le retour au texte, on parle d'épopée. Et maintenant, c'est de mythes dont j'aimerais parler. Mais mythes au sens d'actualité. Le mythe est quelque chose qui englobe, à travers une image simple, nos 4 chevaliers sur le cheval Bayard, des pensées profondes. Et quand on comprend que cette épopée est transfrontalière, qu'elle touche au moins 3 pays, même 4, la France, la Belgique, le Luxembourg un peu, et l'Allemagne, on a là une richesse, et les Ardennais devraient quand même le comprendre, on a là une richesse transfrontalière de dimension européenne, et peut-être qu'aujourd'hui, avec toutes les difficultés de l'Europe et de l'intégration de l'Europe dans le monde, il serait peut-être intéressant d'arriver à montrer quelle peut être l'importance de la dimension épique, de la dimension enchantement, comme on le dit beaucoup maintenant, parce que je pense que ce mythe peut réconcilier les hommes dans une perspective culturelle. Ce n'est pas avec des dollars ou avec des euros qu'on construira l'Europe, je crois que beaucoup de gens en prennent conscience, c'est par la culture, par l'identité culturelle, et en particulier par le merveilleux servi par les légendes. Renaud sera présent dans de nombreuses œuvres littéraires et même dans des opéras de la Renaissance. Mais il n'a plus cette dimension merveilleuse et épique surtout, c'est-à-dire transcendante. À partir de cette période-là. Ah oui, d'accord. Ça c'est intéressant. Alors il y a eu une longue période d'oubli et il faut le romantisme. Il faut des gens comme Hugo, etc. Il faut le romantisme pour à nouveau trouver un intérêt aux légendes. Alors une autre manière de répondre aussi peut-être, c'est de parler de la forêt d'Ardennes. Parce que la forêt d'Ardennes, hier, aujourd'hui, elle est toujours là. On parle de Brocéliande, certes, mais notre forêt d'Ardennes est quand même considérable. Et elle joue un rôle extrêmement important dans la légende. Et il faut savoir même qu'au Moyen-Âge, le mot Ardouina désignait la forêt en elle-même. Et là, il y aura aussi tout un développement symbolique de notre forêt d'Ardennes.
et de bien faire comprendre que cette forêt d'Ardenne, effectivement, encore une fois, elle est de dimension européenne. C'est pourquoi toi l'Ardenne finalement? À la fois profonde et mystérieuse. Et je pense que c'est en rapport avec l'étymologie véritable du mot Ardenne, qui vient du latin, c'est bien connu, qui veut dire élevé, en même temps associé à l'idée de naissance, d'où d'ailleurs le succès de Oriande par la suite. Et je pense qu'on est dans un pays élevé, alors élevé, c'est pas les 504 mètres de la Croix-Sky française qui vont nous le prouver, mais qui a une vocation de l'Ardenne qui est dans une certaine hauteur, de nature spirituelle. Prendre de la hauteur. Et le fait que ce soit la terre natale d'un Rimbaud ou d'un René Daumal n'est certainement pas un hasard, je dirais même, avec cette réussite mondiale du Festival de théâtre de marionnettes de Charleville-Mézières.